Attention, vous écoutez un programme audioactif. Revs up, lights out on 2019. Great start from Miller on the second row, and it's a good start from Dovizioso also. Not so much for Marc Marquez. Quartararo finally exits pit lane. Oh dear, what was he sitting up in the middle of the circuit for? What's happened? He's just thrown something off his bike. He's having a look. He sits up Dovizioso. The crowd here go wild. 46 flags everywhere. He has made his move. Oh, Viñales and Morbidelli are down. Marc Marquez. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 57 de C'est qui en pôle. On va vous parler du 10e Grand Prix de la saison 2019 qui s'est tenu à Brno pour le GP de République tchèque. Donc pour commencer, on va féliciter le gagnant pour le GP de notre petit jeu en partenariat avec nos amis de la bécannerie. Donc c'est Geronimo qui va pouvoir crâner avec les beaux goodies de la bécannerie, au coin du pneu, Thium, Off-Bike, PodCloud, le moniteur hors des clous et forcément les nôtres, ceux de la maison. Et ça en fait un paquet de goodies à envoyer. Je crois que ça va nous coûter plus cher en timbre qu'autre chose. Alors, je dis bonjour à mes chroniqueurs de la soirée. Salut Stéphane. Hello. Et du coup, salut Olivier. Bonjour à tous. Re-bienvenue avec nous Olivier, c'est la deuxième fois qu'on te reçoit. Absolument. Ça fait plaisir. Donc le numéro 57, on n'en a pas, mais on va peut-être parler de la chute à Carole d'Olivier. Oui. qui veut nous faire un peu un vie-ma-vie de cette... Oui, je voulais juste dire à ceux qui nous écoutent, qui roulent à Carole, attention à golf, ça glisse. Donc j'ai fait un beau high side à golf il y a un mois environ. Je me suis pété le poignet, la moto a le guidon tordu, un repose-pied cramé, les fourches ça a l'air d'aller, mais voilà. Belle frayeur quand même, urgence, pompier, la totale, petit trauma crânien au passage. Et voilà, et c'est reparti. Et là j'ai hâte de reprendre la route et la piste. Et golf, excuse-moi, c'est entre les deux lignes droites ou c'est pas l'épingle, la dernière c'est hôtel? Ouais, exactement. C'est là où je me suis bourré avec ma 900 SS. C'est la demi-épingle là. Où... Donc toi t'as fait golf et moi hôtel. C'est le point le plus bas du circuit. Et apparemment c'est là où toutes les merdes des avions se foutent quand il pleut un peu. Et c'est pour ça que ça glisse à l'intérieur du virage. Et en regardant les vidéos embarquées que j'ai faites, je me suis rendu compte que je roulais vraiment comme une merde. Et la fatigue, etc. Et en fait, c'est vraiment un sport où il faut être concentré. Donc voilà, conduire ou travailler, il faut choisir. Piloter ou travailler, il faut choisir. Là, j'ai pas choisi, j'ai fait les deux dans la même journée et je me suis bourré. Non, mais clairement, quand on roule en amateur, c'est vrai qu'on a tendance à... Quand tu es sur la moto, tu as l'impression d'être Rossi ou Marquez, peu importe. Mais quand tu regardes après si quelqu'un a filmé, tu vois que tu prends des trajectoires pourries, tu fais des trucs, des passages de vitesse complètement ratés, et du coup tu deviens dangereux pour toi-même et un peu pour les autres. Et pourtant j'étais content parce que je posais le genou à chaque fois. Je posais tout le temps, ce que j'entendais se frotter. C'est pas toujours un bon critère. C'est pas toujours un bon critère, pardon. Mais bon, en tout cas, voilà. si tu dis des bêtises ce soir, on mettra sur le compte de ton trauma crânien. Absolument. Voilà. Et j'espère que la moto va bien. Toi, t'as l'air d'aller mieux. Oui, ça va. Et on mettra peut-être des photos sur notre Twitter. Allez. Pour faire rêver. Malheureusement... J'ai fait un gif de ma bourre. Ouais, c'est vrai, pas mal. Tu exorcises. T'as pas fait une Odendal comme il a fait ce week-end, un save incroyable. Et c'est là qu'on se dit, les pros ont quand même des réflexes assez hallucinants. Toi, tu fais un high side, tu sens un peu glisser, tu te réveilles, t'es par terre, tu sais pas ce qui t'est arrivé, tu ramènes un poteau au paddock, après t'as un blackout total où tu te dis mais où est-ce que je suis? Et eux rattrapent ça, ils ont à peu près 1 millième de seconde et ils ont le temps de se dire oh merde, je fais un high side. Ouais, en même temps, Lorenzo et Alex Marquez se sont éclatés les vertèbres sur des high side. Ouais. Donc non, c'est très gentil de me comparer à Lorenzo. Non mais parce que des fois tu dis c'est comme Marquez qui rattrape les cuisses de l'avant. Moi j'ai chuté 3 fois dans ma vie, c'était 3 fois de l'avant. J'ai compris que quand la moto était à 10 mètres de moi, ça. C'était tiens en fait je suis tombé. Exactement. Donc voilà, ne le faites pas chez vous. Voilà. Allez, on part sur les petites news. Donc, petite news Moto 3. On a Denis Sonkou, le frère de Khan, qui sera wildcard dans l'équipe IO en Moto 3 pour le Grand Prix de Brno et aussi pour le Red Bull Ring. Donc, même type que son frère, il va être coéquipier peut-être pour un step là-bas l'année prochaine, vu qu'il est plutôt bon en Red Bull Rookies Cup cette année. Pour les news Moto 2, je te laisse la main, Stéphane. Affirmatif. Pawi fait enfin son retour après 6 GP manqués. Il a été déclaré fit, mais finalement il a abandonné au profit de Jonas Folger, qu'il remplace à partir de la FP3 dans le team Petronas.
Baldassari et Fernandez resteront chez Ponce Racing en 2020. Ce duo promet d'être encore des sacrés challengers dans le championnat. Boulega de la fameuse VR46 Academy a pu, c'est fini. Ouais. Après 6 ans de collaboration et des débuts prometteurs, il a eu un passage à vide. La suite a été moins reluisante et il va quitter le giron du team italien. Il se cherche un point de chute en Moto 2. On ne sait pas encore ce que sera son avenir. Oui. Quant à Iker Lecuona, il signe pour 2020 chez Red Bull KTM Ajo, je ne sais jamais comment on dit. Il remplace Brad Binder qui lui step up en MotoGP et il sera aux côtés de Jorge Martin. Ouais, bon, on va dire que KTM c'est un gros team. Hein. Je pense qu'ils ont un peu réglé la moto un peu mieux. Bon, l'année prochaine, ils reviendront encore plus fort. Malgré l'espèce d'abandon dont on avait parlé dans les précédents podcasts où tout l'influx nerveux et sanguin allait vers le MotoGP, visiblement, ça a l'air quand même de ne pas tomber en déliquescence. Ouais. Je pense que Brad, là, il est assez vénère de ne pas avoir pu challenger. Bon, c'est pas fini, mais le titre Moto 2 cette année, alors qu'il était un des favoris, et de passer directement en MotoGP, ça va lui laisser un goût amer, je pense. Les news MotoGP, Olivier ? Ouais, on va commencer par du resurfaçage. Petit hommage à ma bourre à Carole. C'est la piste de Silverstone qui va être resurfacée. La F1 avait roulé en juillet et semblait assez bosselée, pardon. Et ça s'annonce pas trop du tout pour le MotoGP. Petit point maintenant, transfert. Rabat signe pour 2 ans chez Admitia. Et puis Nakagami, pas sûr du tout de re-signer chez Honda avec ses petites demandes de matos. Comment dire ? Oui, de matos, peut-être pas très bien placé, je sais pas. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que Crutchlow s'est un peu foutu de la gueule de Nakagami, mais on se souvient quand même que Crutchlow faisait la même danse du ventre à l'époque. Donc j'aime beaucoup Crutchlow, mais il est aussi autorisé à se fermer sa gueule. Ouais. Sur ce chapitre-là, j'adore quand il dit des conneries sur les autres. Mais... je pense qu'il y a un peu de jalousie parce que c'est vrai qu'Honda a plus de mal à donner ses motos de l'année que Ducati, par exemple. Mais quand Nakagami voit un Bagnaia, limite même Avintia, peut-être l'année prochaine, va avoir des GP de l'année en cours. On peut comprendre que Nakagami réclame. Surtout vu son talent, on l'a vu faire des belles perfs. Nous on était. Enfin, moi je fais amende honorable. J'étais un peu dubitatif quant à la montée de Nakagami quand il est monté. Là, il a toute sa place, encore plus qu'un Carrel et autres. Donc, après, de toute façon, c'est aussi normal en tant que pilote qu'il le demande. Qu'il se fasse bâcher par Crutchlow, c'est un petit peu vilain, je trouve. Mais bon, encore une fois, tout seul, parce que je sais pas si tu te souviens, mais Crutchlow faisait des appels du pied hyper appuyés, fut un temps, quoi. Donc, lui, il se prive pas de faire passer des messages par les médias. Et puis on a vu là cet après-midi au test post-GP que dans le team LCR avait mis des paravents dans son box. Je sais pas si c'est un rapport. Ouais, c'était assez cocasse. On va continuer avec un petit point règlement. La commission technique des Grands Prix qui a annoncé la disparition des zones grises concernant l'aérodynamisme du règlement technique MotoGP pour la prochaine saison. Zone dans laquelle Ducati semble être à l'aise. Pas de détails techniques pour le moment par contre. Moi, j'avais une remarque sur le sujet, c'est que à l'instar, je sais que Pierre, tu adores les remarques qui sont des analogies avec les autres sports. L'attaquant a toujours d'avance sur le défenseur, que ce soit en foot ou en basket. Donc là, ils disent que ça va virer toutes les zones grises. Il y aura toujours quelqu'un, si ce n'est Ducati, ce sera un autre, pour venir jouer ne serait-ce que sur les mots ou sur les formes, pour venir faire un truc. Après, c'est peut-être aussi un jeu qui est vertueux, parce que de la contrainte naît la créativité. Après, c'est comme ça qu'ils ont quand même sorti leur fameux déflecteur de bras, qui a plein de qualités par ailleurs. Donc... Bon, même les premiers ailerons, il y a quand même quelques années. Enfin, c'est comme ça que tu progresses. Alors, c'est vrai que en termes de design, c'est critiquable. Mais en termes d'efficacité, on peut pas nier que ça améliore les performances. Je pense que le propos je sais pas si c'est la Dorna ou si c'est une autre entité qui a sorti ces règles-là, c'est aussi de pas désavantager trop les équipes non constructeurs. Qui n'ont pas le budget, quoi. Parce que effectivement, si tu mets sur l'aéro notamment, surtout sur l'aéro, si t'as pas de soufflerie. Donc, je suis certes pour le fait d'encadrer, mais le fait de dire qu'il n'y aura plus de zone grise, c'est rigolo, quoi.
C'est comme tu dire, je sais pas, que Crutchlow va se calmer. Quoi. C'est pas... Et puis une dernière petite news MotoGP, si ça vous dit, on aura les pilotes tests MotoGP qui se retrouveront les 19 et 20 août prochains pour 2 jours de tests sur le Keimering en Finlande, qui figurera d'ailleurs au calendrier à partir de la saison 2020. Ouais. Moi j'ai hâte de voir ça. Pas forcément les essais, mais un nouveau Grand Prix, c'est toujours un peu excitant, comme la Thaïlande l'année dernière. Le tracé, puis ça peut peut-être même sur les premiers GP, notamment le premier, niveler vachement. Si personne ne le connaît par cœur, ou si personne ne sait que sa zone préférée c'est ci et ça. Pour les dépassements, ça va être rigolo aussi. Ouais, et puis c'est pas un circuit sur lequel, vu que c'est un circuit tout neuf, c'est pas un circuit sur lequel, on va dire, les Finlandais ils ont l'habitude de rouler, ou tu vois, il y a quand même un entraînement, ou même comme c'est en Finlande. Il y a des Finlandais Niki Tuli. Oui. Ou alors le Mugello qui est. Le Mugello qui est vraiment le truc. C'est un peu le Saint Graal, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Bon, en news diverses, pour clôturer cette petite partie nouvelle, on a Tony Bull, espagnol, donc les champions du monde de trial pour la 13e fois consécutive. Quand même. Donc voilà. On lui laisse les clés, il fermera la lumière après, quoi. Dans sa catégorie, c'est pire qu'un Marquez, quoi. C'est une catastrophe. Non, je déconne. Non, c'est Nadal à Roland Garros, quoi. Ouais, non, c'est ça. C'est après les mérites. Mais... Ah non, complètement. Je dis ça, mais c'est même pas démoralisant, c'est surnaturel. Ouais, exactement. J'ai une petite news, je sais pas d'où elle sort, c'est pas moi qui l'ai marqué. C'est moi qui l'ai marqué au conducteur. Je vous la donne en primeur. Alex et Marc Marquez vont racheter la Dorna. Voilà. C'est ce qu'ils peuvent faire de plus parce que là ils ont tout déchiré jusqu'à présent. Donc à part racheter la Dorna, je vois pas. C'est courir aussi en Moto 3, changer le règlement. Oui. Ou alors rebaptiser ça CEV. Je ne sais pas. Et avoir des wildcards des Italiens. Marquez GP. Marquez GP, ouais. Pas mal. Non, j'étais juste une remarque que je m'étais faite devant mon téléviseur en train de regarder Moto 2 et Moto et GP. Là, ils ont tout déchiré. Enfin, on va en parler après. Mais... Après, si quelqu'un rachète vraiment la Dorna, ce sera plus Rossi, je pense que. Avec ses sous, ouais. Oui. Avec tout le respect que j'ai pour les deux pilotes. Non, mais d'un point de vue résultat, en tout cas, c'est une OPA sur la Dorna. Mais moi, pourquoi je disais ça aussi, c'est parce que je faisais mon gros ronchon du fait qu'il y ait 4 GP en Espagne. Ouais. Parce que la Dorna, machin. Mais je crie pas au complot. En plus, il pleut pas trop en Espagne. Non, et puis en général, c'est des belles courses. C'est des belles courses, mais c'était dans la première saison de CQEP, on passait en revue les circuits, leur histoire, leur tracé, que sais-je. Et c'est là que j'ai tiqué qu'il y avait 4 GP dans l'année en Espagne. Mais bon, ils font... Celui qui est le plus au sud, il est quasiment à la latitude de l'Afrique. Donc effectivement, Valence, non, le plus c'est Jerez de la Frontera. Il est vraiment au niveau de Gibraltar, enfin pas de Gibraltar, mais au sud du sud, quoi. Donc là, on est limite sur le Sahara, quoi. Puis après, si ça suffisait de gagner les 4 GP d'Espagne pour être champion du monde. Non, mais c'est juste, t'as certains pays qui pleurent pour avoir un GP, notamment la Finlande pleure, mais peut-être que la République tchèque va perdre le sien. Donc là, on en est, tu vois, à mendier un GP. C'est que la Dorna a signé un contrat avec les teams et ce contrat inclut jusqu'à 20 GP par an. Jusqu'à. Donc à un moment, si la Finlande, si c'est tu encore inclus bon. la Finlande, tu fais sauter quelque chose. Voilà. Mais si tu veux un GP de plus de Finlande sans en retirer, enfin sans. En fait, il faut retirer peut-être Brno, il faut retirer un autre truc. Quand tu vois qu'il y a des... Là, je fais un aparté, c'est peut-être pas le lieu, mais il y a des luttes, y compris un peu comme avec Ecclestone pour la F1. Ils foutent des GP en Asie, notamment la Thaïlande, après la Malaisie. C'est aussi pour draguer et un public et des fonds, ça va avec. Et c'est normal, je suis pas en train de dire qu'il faut pas d'argent, c'est au contraire, il faut du pognon pour que MotoGP survive. C'est un truc qui est éminemment de la perte d'argent puisque c'est du proto, il y a toute une caravane, donc ok, il se rattrape avec les droits, mais c'est pas la F1 ni le foot. Faut pas oublier que l'argent coule. L'Asie du Sud-Est, c'est le plus grand marché d'euro du monde. Carrément, oui, même si c'est des petites cylindrées, il y a des fans, c'est aussi génial qu'il y ait autant de fans et qu'on puisse leur servir on va dire que l'Australie, c'est pas tant un pays d'Asie comme on l'entend, même si c'est dans la zone Asie. Ils vont se fâcher si tu leur dis que c'est asiatique. Mais par contre, c'est un pays qui a une culture du moteur de bourrin, qui est peut-être presque plus bourrin que les US, mais peut-être plus franc du collier parce que moins
c'est plus des poignées soudées et tout en travers, quoi. À l'instant. Donc l'Australie et Phillip Island étaient légitimes, non pas que la Thaïlande soit illégitime, mais dans l'esprit on était moins certain que la Thaïlande était un fief, comme l'était l'Italie ou l'Espagne. Bah, ils ont quand même rempli le circuit pour les... Oui, mais... Ah non, mais je parlais de la passion moto. Nous, on la connaît pas. On la connaît pas parce qu'on n'y est pas. Voilà, mais... Non, on va dire qu'en termes de ferveur, à la limite, le GP qui pose problème, c'est le Qatar. Ouais, mais là, il y a du pognon. Donc... Voilà. Mais en tout, oui. Mais en Asie, ça va, ils remplissent les... Ah oui, tout à fait. Oui. C'est pas comme moi, effectivement. T'as des fois désolé pour le tennis, mais t'as des fois des tournois très dotés où même en demi-finale, les tribunes sont vides. Oui, avec du Federer, avec du Nadal. Tu penses à Doha, notamment ? Par exemple, ouais. Mais voilà, après, si le pognon coule, tant mieux. Et pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a certains pays qui en sont à mendier pour ne serait-ce que conserver leur GP. Bien sûr. Donc, après, ça coûte très cher, pas forcément parce qu'il faut l'organiser, mais surtout parce qu'il faut payer l'accueil à la Dorna. Oui, c'est ça. En fait, donc, le délire, c'est que c'est plusieurs millions d'euros. Les circuits qui doivent raquer auprès de. C'est un peu, c'est le modèle F1, quoi. C'est l'entreprise qui gère ce Continental Circus se fait payer pour, comme la caravane du Tour. Caravane du Tour, ville étape, tu raques. C'est ça. Ok. Voilà. Alors qu'il faut aussi payer pour avoir les bonnes infrastructures. Oui, c'est beaucoup d'argent sorti par les pays ou les villes qui veulent se maintenir dans ce championnat-là. Pour des retombées, je sais pas. Enfin, toujours compliqué à estimer. Ouais. Donc, désolé pour ce long tunnel, mais voilà. Une petite news endurance, donc l'année prochaine, alors c'est pas le calendrier définitif, mais c'est le calendrier provisoire qui est tombé, donc on va perdre les 8 heures du Slovakia Ring en endurance, mais pour le coup on va avoir les 8 heures de Sepang. Tiens, on en parlait justement. Ils escaleront en décembre entre le bol d'or de fin septembre et les 24 heures du Mans fin avril. Et on aura toujours les 8 heures de recherche, les bonnes en juin et la finale à Suzuka en juillet. Donc on aura, pour l'instant, on a toujours 5 épreuves au calendrier. Peut-être 6 si le Slovakia Ring revient également, mais c'est pas garanti. En tout cas, en termes purement de calendrier, c'est pas mal d'avoir, pour en tant que spectateur, de voir moins de cassures que ce fameux bol d'or qui est à la rentrée scolaire et après t'attends avril et c'est quand même la même saison, quoi. C'est ça. C'est assez étrange. Je me souvenir que le bol d'or c'est quand même le début de la saison et qu'après c'est avril quand il fait beau, quoi. Enfin, en fait, tu cours pas en hiver, évidemment, sauf qu'à Sepang, tu peux courir en hiver, puisque c'est pas l'hiver chez eux. C'est pour ça qu'ils font ça là-bas en décembre. Ils sont forts. Hein. On verra comment ça se passe, mais c'est vrai que c'est un circuit. Alors c'est pareil, ils seront pas sur les règles, ce que j'ai compris, purement européennes. C'est comme à Suzuka. C'est comme à Suzuka. Il y aura peut-être des règles spéciales équipe asiatique. Donc on verra. J'ai pas envie de dire de bêtises. Il faudra vérifier ce point. On va partir sur la Moto 3. Qui s'est roulé donc à Brno. Donc les essais qualifs. Alors pour la FP2, on a Gabriel Rodrigo qui abandonne pour cause de fracture pelvis et clavicule droite. Donc il s'est bien abîmé. On risque pas de le revoir de sitôt. Le pelvis, il me semble que c'est dans le bassin. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et la pluie s'invite le samedi après un vendredi sec. Donc les chronos vont être assez figés jusqu'au qualif. En Q1, on a Rolf Fernandez qui est à l'aise en pluie, qui va mener devant Yurchenko, Alonso Lopez et Canonchu, qui vont se qualifier donc pour la Q2. En Q2, c'est Tony Arbolino qui signe une belle pole devant McPhee. Et Antonelli, Suzuki 4, Fernandez 5, Canet 6. Donc pour la course, il fallait surtout pas rater le début de course, vu que ça coince dès le début pour Nicolas Antonelli qui va ne pas démarrer sur la grille lors du tour de chauffe. Il devra donc partir de la pit lane alors qu'il était censé partir 3ème. Mais ça va pas mettre fin à sa course pour autant, on verra ça juste après. Donc les feux s'éteignent et c'est McPhee qui rencontre un souci technique. On sait pas trop ce qu'il a eu, mais il avance au ralenti. Et la moitié du plateau manque de lui rentrer dedans. C'était assez impressionnant. Heureusement qu'ils ont bien travaillé leur évitement au permis, parce que seul Yuki Kuni peut l'éviter. Ne peut l'éviter, pardon, et va le percuter sur l'arrière gauche. Kuni va chuter, semble assez touché à ce moment-là. McPhee également pourra boucler le tour, mais va rentrer dans les stands parce qu'il est blessé. Philippe Salach, trop heureux de se montrer de son côté à domicile, manque son virage numéro 1 lors du 3e tour et finit dans les graviers. Et pour dire coucou à ses spectateurs.
C'est Rolf Fernandez qui fait un bon départ surtout et qui prend la tête alors qu'il est rejoint par Fenati, lui-même parti 11e. Canet se place dans le peloton de tête alors que Dalla Porta, parti 17e, grappille également des places. Donc les deux coéquipiers, Arbolino et Fenati, vont se partager la tête de course pendant à peu près la moitié de la course, si je dis pas de bêtises. Canet, Massia, Dalla Porta sont à l'affût. Antonelli nous fait une grosse remontada, donc parti quasiment dernier de la pit lane, pour aller taquiner les leaders. Et c'est finalement Canet qui s'impose devant Dalla Porta et Arbolino. Massia 4, Antonelli 5, Ogura 6. Mignot finit 7e, Fenati 8 et Cornfield 9. Donc clairement, la question qui se pose, est-ce que c'était pas la meilleure course du week-end, messieurs ? Si. Oh si, mais c'est souvent la Moto 3 la meilleure course du week-end, j'ai l'impression. Alors c'est pas les physionomies de course sont quand même différentes parce que là c'est l'essaim d'abeilles ou le banc de poissons, tu sais, ce que tu vois éviter, les requins au dernier moment. Ouais. Et par contre, effectivement, tu as toujours les quelques 2-3 même qui sont, on va dire, plus malins, pas forcément plus forts, mais peut-être qu'ils en gardent sous la poignée pour qu'à la fin ça soit bon pour eux, quoi. Parce que, mais c'est vrai que je fais toujours la blague, mais c'est vraiment vrai que je suis la course principalement dans la colonne gauche de l'affichage pour comprendre, quoi. Et maintenant j'arrive quand même avec les couleurs je me fie plus qu'aux couleurs, tu sais, je me dis bon, ça c'est bleu là, machin, parce que c'est trop dur à suivre. Et tant mieux. C'est vrai qu'ils sont hyper nombreux cette année. Honda et KTM sont à peu près au même niveau. Le règlement ne permet pas des folies, donc c'est vrai qu'en termes de puissance, 4 temps 250, bon, il n'y a pas énormément à aller chercher les derniers chevaux, mais c'est vrai que régulièrement c'est un groupe de 10-15 max qui se détache un peu, et là ces 15 là ils peuvent jouer la victoire jusqu'au bout, quoi. Et Canet le démontre encore, parce que si on regarde, il s'est pas montré devant de la course, il est resté dans les positions 5 à 8, et à 3 tours de la fin, c'est selon moi, il arrive encore à se placer devant, et il lâche plus, il arrive à retenir le groupe derrière lui, et il s'empare encore d'une victoire devant Dalla Porta, pareil, qui a un peu la même tactique. Ouais, ils font les goupilles en fait, c'est comme s'ils avaient, alors c'est pas du tout le cas parce que c'est pas comme les lièvres en course de fond, mais ça y ressemble quand même. C'est un peu comme des fois quand dans un GP tu veux pas mener pour pas t'épuiser à tenir un rythme et résister à quelqu'un. Bon là, je dis pas qu'ils font ça exprès de pas être premier, mais peut-être qu'ils veulent pas se battre pour être premier à mi-course. Mais tant qu'ils sont à moins de... Bah, c'est pareil, tu parlais des 15 premiers, ils sont souvent dans la seconde. Et encore. Mais c'est vrai qu'en Moto 3, j'imagine que c'est nivelé aussi vachement par contre. Tu en parlais, le moteur. Et du fait de l'aspi, des fois, à chaque tour, on avait vu avec les deux coéquipiers qui sont tirés la bourre au début de course, aspi chacun son tour. C'est extrêmement difficile de faire un gap suffisant pour pouvoir rester devant. En fait, ça n'arrive jamais maintenant. Oui, la physionomie, c'est vrai que la Moto 3, c'est vraiment le plus beau combat de chiffonnier qu'on a du week-end, et c'est toujours le cas. Enfin, toujours le cas jusqu'à présent. Par contre, en MotoGP, tu as plus de mano à mano, ambiance bagarre de fin de film, Schwarzenegger Predator. C'est plus des explications à 2 voire 3, un peu comme quand Petrucci l'a fait à l'envers à Marquez et Dovi quand il a gagné au Mugello. Mais tu vas avoir des bastons d'homme à homme ou de machine à machine. Il y a une époque où les Ducati niquaient tout le monde en ligne droite, souvent l'époque Stoner. T'avais ça aussi, c'était des oppositions de style, mais c'était pas homogène comme le Moto 3. Non. Mais c'est vrai que le Moto 3, et c'est là où je voulais en venir également, c'est que on a vu par exemple avec des Danny Kent ou des Mac Di Meglio il y a plus longtemps que c'est tellement particulier la Moto 3 avec ses aspirations qui sont hyper importantes mais qui nivellent tout le temps le niveau, qu'on a l'impression que c'est pas le talent qui fait totalement le victorieux. Bon, il y a forcément des talents qui en sortent, mais il y a la ruse. On voit Danny Kent en Moto 2, mais il s'en est pas sorti parce qu'il n'était pas une fois sorti de cette masse, parce qu'en fait les 15 premiers ils sont bons, mais est-ce qu'ils ont le petit truc qui font vraiment un champion plus tard, et donc ça va niveler, et est-ce que c'est du coup à leur avantage? J'ai plus le nom de la personne qui est passée de Moto 3 en Moto 2 cette année et qui fait des merveilles en Moto 2, mais qui était clairement trop grand et trop lourd pour les Moto 3. J'entendais les speakers en deviser là-dessus, en fait.
Un transfuge du 3 qui est passé en 2 cette année. Cette année, il y a Boulega. Et qui fait des bien meilleurs résultats Martin. Qui est a priori plus flamboyant qu'en Moto 3. Parce que son gabarit le dessert. Si tu mets un grand Lascar, même s'il fait des régimes, il va faire 10 kilos de plus que tout le monde et 10 kilos sur un 254. C'est ce qui est arrivé à Fabio Quartararo. Il avait quand même passé une année galère en Moto 2 avant de performer sa deuxième année. Mais c'est vrai que c'est souvent la première année en Moto 2 est difficile. Allez, je te laisse la parole pour le Moto 2. La Moto 2, oui. Alors, les qualifications, tout d'abord, elles ont été perturbées par la pluie. Parce que comme on l'a vécu à Brno, les prévisions, si on peut appeler ça comme ça, elles sont à la demi-heure. Donc là, pluie pour les qualifs, donc des temps singulièrement moins bons que sur le sec, ça va sans dire, et qui changent un peu aussi les rapports de force, puisque il y a des pilotes qui détestent la pluie, d'autres qui adorent. Dans la Q1 s'extirpe Garner et Ben Snyder. C'était une Q1 qui avait pas mal de... Enfin, il n'y avait pas une Q1 surprise, c'était pas mal de second couteau, dont s'extrait Garner et Ben Snyder. Second couteau, excusez-moi, au classement, pas d'étanche. Pour ceux qui se démarquent en Q2, il y a Marquez et Loves qu'on pense revenus un peu en grâce. Et donc, eux, ils ont sur le mouillé, respectivement, des écarts de 4 secondes et 2 secondes sur Baldassarre qui fait 3e, et ensuite tout ce petit monde se tient dans la seconde et demie. Donc Marquez et Loves ont quand même frappé fort, parce que Marquez 4 secondes plus vite que le reste du monde, ça fait penser à son frangin. Donc on en reparlera un peu plus tard. Donc qualif impressionnante de Marquez et de Loves aussi, sachant d'où il revient. Concernant la course, ce diable d'Alex Marquez, il prend la tête de la course tout de suite et il roule très fort dès les 2-3 premiers tours, histoire de se faire un coussin pour pas être emmerdé. Il se fait ce coussin sur ses poursuivants directs que sont Fabio Di Gianantonio et Marcel Schroeter. Et pendant toute la course, spoiler alert, il va maintenir ce coussin. Au 10e près, je me suis marré à regarder la feuille des temps. Les écarts, c'est une 9-2, une 8-2-1. Après, je ne vais surtout pas lui reprocher. Ça fait partie de l'essence du truc de pas se cramer ni soi ni ses pneus. Bien sûr. Parce qu'a priori, il ne serait pas exclu qu'en tapant dans ses pneus dans les 3 premiers tours, il faille les ménager jusqu'à la fin. Donc, il a eu le talent et l'intelligence de le faire. Donc c'est encore une analogie, c'est une Nadal à Roland Garros. Il a montré et son talent et son intelligence. Maintenant, d'aucuns ont dit que c'était soporifique, je plus sois. Par contre, il y avait des choses à extirper de là-dedans, comme le tube de dentifrice. Il y a toujours des trucs à retirer. Un tube de dentifrice, ça se finit pendant 3 mois. Là, il y avait quand même de quoi presser. Hormis la chute de Tom Luthi, qui n'est pas un événement intéressant, par contre, qui est un événement important au championnat, parce que c'est son poursuivant direct et il n'était pas si loin à l'époque jusqu'à chuter. Il perd très gros, donc Tom Luthi. Les autres chutes notoires, je parle de notoires parce que c'est des noms pas inconnus, c'est Binder, Pasini et Loves qui retrouve sa chat noire attitude. Justement, Love, c'est peut-être parce qu'il tape trop dans ses pneus. Bien qu'il était en tout cas sur une bonne dynamique en qualif et dans les courses précédentes. Le spectacle, parce qu'on en cherche quand même, c'est à chercher du côté d'un autre frangin 2, puisqu'il s'agit de Luca Marini. Il ne faut pas oublier qu'il est parti 15e sur la grille. Il s'est assez vite hissé en 6e place. Et ensuite, il grimpe même à la 3e place avant de se faire déposséder du podium dans les derniers tours par Bastianini, qui lui aussi est revenu du diable Vauvert, puisqu'il a été longtemps en 7e place, et seulement dans les 4 ou 5 derniers tours, il a fait 7, 5, 4, 3, boum. Et ce pauvre Marini n'est pas vraiment payé, parce que non content de se faire déposséder de la 3e place, il se fait encore bolosser dans le dernier tour par Navarro et il finit 5e. Ouais. Donc c'est pas payé, mais Bastianini a été impressionnant et il mérite plus que largement sa 3e place. Donc le podium, comme évoqué précédemment, Marquez, Di Gianantonio qui a tenu le choc toute la course. Ouais. Donc en gros, le réalisateur a été obligé de ne pas montrer 1 et 2 parce que c'était moins intéressant. Et Bastianini, donc finalement, qui est le mec à retenir de la course, hormis Marquez qui a surclassé tout le monde. Enfin, faut quand même pas déconner. Celui à retenir, s'il y en a qu'un, c'est Marquez, mais l'autre, c'est Bastianini. Marini et Schroeter
lui emboîte le pas. Donc, vous êtes d'accord avec moi, on s'est un peu fait chier. Oui. Parce qu'il nous a fait une course à la Marquez, le Marquez frère. Bah justement, moi je me suis demandé si c'était pas oui, alors Marc qui est-ce avait qu'on pris son les casque et sa a... couille. Oui, peut-être parce qu'au moment du parc fermé, il n'y a pas eu un truc où ils ont échangé, non? Est-ce qu'on a vu les deux ensemble à ce moment-là? C'est ça. Ah. Déjà qu'ils se ressemblent en plus et qu'ils ressemblent au daron. Finalement, le moment avec le plus de suspense de ce Moto 2, c'est savoir s'il allait pleuvoir ou pas en FP1. Ouais. Alors, dans FP1, ouais. C'était savoir si j'allais m'endormir ou pas. C'était plutôt ça. Alors il restait justement ces espèces de chevauchés fantastiques, respectivement de Marini, mais t'es obligé de manger les restes, quoi. C'est comme quand t'as la carcasse du poulet et qu'il n'y a même plus les solilès, il faut aller chercher éventuellement le foie. Hein. Et surtout, tu l'as très bien dit, les poursuivants, les challengers, Baldassari, il a complètement disparu après son début de saison canon. Il est aux abonnés absents. Binder est tombé, qui revenait d'un bon GP aux Sachsenring. Tom Luthi, le challenger, est tombé. Donc assez vite, c'était la victoire pour Marquez. Et maintenant, Marquez ne tombe plus. Donc c'était son problème l'année dernière, c'est qu'il tombait beaucoup. Cette année, Marquez finit ses courses. Donc, et pour le coup, Marquez a ce qu'on va appeler un joker d'avance. Il a plus de 25 points d'avance sur Luthi, donc il peut se permettre de faire un résultat blanc, que ce soit chute, casse ou d'être 25e parce qu'il aura fait une erreur, genre il sera fait drapeau rouge ou noir, j'en sais rien, mais le truc c'est que, comme il le dit lui-même en voulant s'enlever de la pression, la saison est longue et on n'y pense pas au titre soi-disant, mais c'est vrai que la saison est longue et il peut très bien avoir des déconvenus. Mais là, avec la forme qu'il affiche, alors pour essayer d'expliquer un peu ça, même si de toute façon tout n'est pas cartésien en ce bas monde, c'est que d'après une de ses déclarations, puisqu'il a été interviewé par Marina Lorenzo sur Canal, il dit que il en est à un point où ils ont un package Total Moto moteur qui lui estime supérieur à ce que fut la Moto 2 qu'il avait précédemment et qu'il arrive bien à exploiter, parce que souvent on l'a vu avec des Rossi Vignales, ce qui est important c'est non seulement le package mais l'adéquation du package et le style de pilotage. On parlera Zarco KTM par exemple. Donc là, visiblement, la sauce a pris, à savoir que Marquez a un moteur qu'il aime bien, dans une moto qu'il aime bien, il y a toutes les planètes s'alignent et il chute moins. Peut-être tout ça est lié aussi, c'est comme il force moins, il chute moins. Mais on se souvient que les années précédentes, il s'était tapé des chutes de Maboul et il s'était aussi fait les vertèbres, entre autres. Le bassin aussi, je crois. Enfin bref, il prenait beaucoup de high side. Désolé pour rappeler. Et ça fait très très mal, tu es bien placé pour le savoir. Alors que le grand frangin, ok, il tombe beaucoup, mais il tombe à 70 degrés d'angle. Alors tu peux te faire très mal aussi parce que tu vas bouler dans les graviers, mais puis il tombe moins cette année. Il tombe pas de 4 mètres de haut, quoi. Enfin, et mine de rien, ça peut changer aussi sur. Il s'est fait l'épaule, quoi. J'ai fait les deux, j'ai fait high side de tomber à 70 degrés d'angle, ça fait moins mal à 70 degrés, et après tu cours vers la moto. Non mais tu glisses, alors ce qu'il faut c'est que quand tu tapes les graviers, tu te mettes pas à rebondir comme une poupée de chiffon, comme Lorenzo a fait. Parce que Lorenzo, c'est comme le Fosbury, hein, tu transformes ta vitesse horizontale en roulé-boulet, et j'ai mal pour eux. Non mais donc a priori, oui, et pour en finir sur ce package Triumph châssis électronique Chance, a priori ils ont mis un moteur plus burné en termes de cylindrée en tout cas que le Honda qui était vieillissant, pour que ce soit plus représentatif et que ce soit un vrai tremplin pour le MotoGP et pas une classe à part où après il faut réapprendre son métier en MotoGP. Problème qu'a pas eu Quartararo a priori. Adaptation express. Voilà. Zarco non plus au moment de s'adapter. Mais a priori c'est un truc qui va être vraiment le chaînon manquant. Ou du moins le tremplin, parce que quand on parle Moto 3 après finalement le problème c'est par transitivité, le Moto 3 c'est plus les courses de mob quoi. Enfin même sans enlever le mérite à quiconque, mais en termes de motorisation ce serait presque plus logique maintenant qu'il passe à 600 tu vois en Moto 3. Bon, après je suis pas grand clair hein. Mais on va voir si c'est pas. Parce que là, on ça reste serait des jeunes. 450 de temps. 600, c'est plus violent. Et donc tout ça pour dire que Marquez frère en MotoGP, c'est plus vraiment une arlésienne parce que s'il continue comme ça. Il y a une petite news. Il avait entre guillemets une ouverture de place, par exemple chez Avintia
ou autre. Hein. Il était aussi pressenti chez Ducati à un moment donné. Maintenant, d'après les dernières, donc il a annoncé qu'il partirait pas cette année. Il n'y avait pas de place qui l'intéressait en MotoGP, donc il reste en moto de l'année prochaine. Par contre, il a toujours pas re-signé avec son. Il n'a pas re-signé. Et Petronas, a priori, il y aurait une grosse rumeur s'ils ont leur deuxième guidon, qui va signer Alex Marquez en lui promettant une place en MotoGP, en remplacement de sans doute Quartararo en 2021. Après, ça reste que des rumeurs. Ne nous regarde pas. C'est encore tôt pour. Oui. C'est encore un peu tôt. Ouais, alors c'est vrai que je me suis fait la même réflexion, mais je me suis fait aussi la réflexion inverse. Quand tu vois comment ils verrouillent les transferts, moi je trouve ça nul personnellement, mais ça me regarde comme moi. Mais c'est tellement tôt, tu sais, toutes les espèces de poker menteurs, oui, cette année il n'y a pas de guidon, mais si je veux pas rater suite dans 2 ans, il faut que je couche avec la fille du patron. Ouais, c'est pas... Quand on parle de la présidentielle 10 ans avant la oui, complètement, mais ça en vient. Mais tu sais, t'as vu des jeux, notamment l'espèce de move de Lorenzo chez Honda qui est un peu sorti du chapeau. C'était parce que s'il faisait pas ça et qu'il attendait, alors pendant 2 ans il allait manger son pain noir, sûrement chez un Avintia. Non, je déconne. Non, mais voilà pour dire que des fois certains veulent sécuriser un guidon en pensant 2 ans à l'avance. Les places sont très très chères, il n'y a pas un plateau énorme, il y a toujours 2 places à vendre sur la piste MotoGP. Oui, les places à vendre. Il manque un team. Mais qui aura peut-être son team satellite s'ils investissent, mais c'est toujours pas fait. Ou Valentino Rossi, sa fameuse équipe Fantôme, oui. Pour l'instant, voilà. Mais oui, aujourd'hui, les places sont très chères. Il y a déjà des contrats sécurisés. Il y a ça aussi en fait. Après, je vois pas trop. Jamais, mais c'est un peu. Je garde la place de ma copine, quoi. Oui, non, mais c'est exactement ça. Donc, bon, on va pas spéculer là-dessus. On verra l'année prochaine. Et les contrats, pour l'instant, ils vont pas trop bouger pour 2020. Est-ce qu'on passe à la course la plus intéressante du week-end, c'est-à-dire la Formule 1? Non, c'est ça. Ou le rallye de Finlande. Il paraît que l'équivalent Hamilton a gagné finalement. Non, mais j'ai vu des épreuves de centre aéré, tu sais, où tu cours avec un œuf dans une cuillère. Ah oui. Et ça c'était palpitant. Là. Oui. Et la course en sac pour savoir si le petit roux allait se péter la gueule et les dents. Non, il a gagné. Alors ce qui est ouf, ce qui est fou MotoGP, c'est que là on a encore un Marquez qui maîtrise dès la FP1. Il claque le meilleur temps dès le 5e tour en médium, avec une demi-seconde d'avance sur tout le monde. Voilà. Dovi bat le chrono quelques tours, juste quelques secondes avant la fin de la session pour 29 millièmes. Voilà. Mais en pneus soft. Hey. Mais il s'en fout des pneus, il peut rouler avec des pneus en bois, Marquez. Ouais, il se mettra toujours 4 secondes. Bon, Marquez domine, on sait qu'il se prépare pour la course. Hein, c'est un peu comme tous les GP depuis le début de la saison. J'ai l'impression qu'il cherche son rythme de course. Et il n'a pas besoin de réglage. Il n'a pas besoin de réglage. Contrairement à Quarta, qui lui, en FP1, j'ai trouvé un petit peu moins à l'aise. Avec la moto qui bougeait beaucoup en sortie, comme au dernier GP. Voilà, on l'a vu discuter avec son team. Finalement, il s'en sort pas trop mal. Il fait son dernier run avec des pneus usés. C'est bien la preuve que, à mon avis, il était encore en train de régler sa moto, alors que Marquez, lui, est déjà sur son rythme de course. C'est peut-être la diff entre Petronas et HRC, donc je sais pas. Peut-être. Petite mention pour le français Guintoli, qui finit deuxième provisoire derrière Marquez en FP1 et qui finit au final en FP1 5e. Voilà, pilote essayeur chez Suzuki, qui c'est son deuxième GP après Barcelone où il avait fini dans les points, rappelons-le. Voilà, bravo à lui en tout cas, qui français, très bon pilote. Qui a fait de l'ombre malgré lui à Mir, je crois. Oui, absolument. Sur les temps, pas en course. En même temps, Mir en course, on en parlera. On va rester chez les Français. Zarco, il tourne 2,5 secondes plus lent qu'avec la YAM de l'an dernier. Voilà. Ça, c'était le petit message. Pourquoi vous dites que c'est une bonne moto? Faut arrêter de. Pete Byrer. On devrait lui filer une 600 avec Zarco. À Zarco, je pense qu'il roulerait plus vite qu'avec son tas de bois KTM. Bref, fin de la FP1, on a quand même le KTM Tech 3 qui est dans le top 10, les 2 motos du KTM Tech 3 qui est dans le top 10. On passe à la Q1 si vous le voulez bien, avec une belle perte des KTM.
Une fois n'est pas coutume. Mais c'était sur le mouillé. Mais c'était sur le mouillé, effectivement. Donc là, on le verra après. Que c'était parce que c'était sur le mouillé. Donc on a Zarco et Paul Espargaro en tête de cette Q1. Et puis en Q2, comme d'hab, Marquez Impérial qui nous fait un superbe temps dans les dernières minutes de la Q2 en slick. En slick, ouais. Avec Miller, c'est. Gras mouillé. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que voilà, il n'est pas soumis aux mêmes lois que les autres, visiblement. Hein. Non, lui, on lui monte des pneus, il fait d'accord, il y va. Il y va, et en plus, sur son tout dernier tour, il réaméliore. C'est-à-dire que c'est. Et Miller, en chassant, se bourre, mais il fait 2 quand même. Et là, ils mettent 2,5 secondes à tout le monde, même en Q2. Ouais. Donc voilà. Sachant que, à sa place, je suis pas pilote de GP, mais on a vu même Miller pas être aussi performant. D'ailleurs, il se bourre dans le dernier tour de sa session. Mais il faut souligner d'ailleurs que Marquez, il n'était pas en train de faire une cerise sur le gâteau. Au moment où il chausse les slicks, il est 8e temps. Ouais. Donc en fait, s'il rate son pari, il finit au très fond de la grille. Mais bon. Mais à chaque fois, il gagne. Voilà, c'était déjà à Brno qu'il avait bien joué ses pneus, tu sais, en faisant semblant de ralentir et en passant derrière tout le monde pour faire son rendement de moto avant les autres. Ouais. Donc voilà, il est malin. Il est malin. Et bon. Ouais. Quand t'as les deux. Hein. Ouais. Ouais. Et on a Zarco qui finit en première ligne, 3e. C'est ça. Ça restera dans l'histoire. Voilà. Absolument. Et Paul Espargaro, son collègue, est 5e. On a Quarta 10e et Dovi 4e. Ouais. Si je peux dire un petit mot, je pense que s'il fallait voir un tour ce week-end, c'était le tour de Marquez. En Q2. Complètement hallucinant. C'est du pilotage incroyable. Mais en fait, en plus, c'est super propre. Il a failli. C'était pas en Q2 qu'il a failli se manger, qu'il perd que 18 millièmes. Oui, c'est une petite perte de l'avant. Perte de l'avant. Oh, il a perdu que 18 millièmes. Bon, voilà, il claque le meilleur temps. Il y en a qui perdent un os, une clavicule. Lui, il perd 18 millièmes. Petite alerte. Bon, du coup, on va pas avoir beaucoup de suspense pour la course, vous imaginez bien. Course quand même, petit suspense au début de la course qui a retardé à cause de la pluie. On a dû poireauter 40 minutes avant le départ. La direction de course qui a fait tourner les safety cars pour sécher la piste. Ça a été un petit peu difficile. Artisanal. C'était l'instant pub BM, quoi. Exactement, on a vu des M5 tourner. Bon, moins vite que les MotoGP. Ça a l'air de bien rouler. Ça a l'air de virer à plat. Hein. Voilà, donc le départ avec un Dovi qui départ bien, qui colle Marquez dès le premier virage. Dovi qui, je le rappelle, part T4 et qui, dès le premier virage, donc arrive en 2 derrière Marquez. Zarco, lui, il part sur une partie mouillée et donc il foire sur son départ. Et il se passe de la 3e à la 12e place dès la fin du premier tour. Morbidelli fait chuter Mir en tout début de course. Dommage pour l'Espagnol d'ailleurs qui venait avec de sérieuses ambitions. Et on l'a vu un peu taper dans les pneus juste après sa chute. Bref, pas grand chose à signaler à mon sens pendant la course. On a Marquez, Dovi, Miller, Rins devant pendant la moitié de la course. Et puis à mi-course, on voit le panoteur, je sais pas si on dit comme ça, de Marquez dire allez. Vas-y, Marquez regarde, fait d'accord, bam, il envoie et il fout 2,5 secondes à Dovi en 5 tours. Ouais. Il est devant, après il gère et voilà. Et on le voit célébrer d'ailleurs sa victoire pendant le dernier virage. Oui, tout à fait. Oui. Ça devient classique. Il se retourne, il fait il n'y a personne, j'ai gagné. Voilà. Allez, bonne journée. D'ailleurs, il y avait un ralenti, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Canal, un beau ralenti du pneu arrière de Marquez à un moment qu'on le voit bien abîmé sur le côté droit. On se dit est-ce qu'il va réussir à tenir ? Et quelques secondes plus tard, on voit le pneu de Dovi en médium, pareil. Donc voilà. Donc au final, c'est pas les pneus, c'est le pilote. C'est Rins qui a eu des problèmes de pneus à la fin. Rins aussi, mais c'était le pneu de Dovi pour le coup qu'on le voyait. Il essayait de gratter Marquez, il était en médium. On s'était dit, mais non, en fait, il avait les mêmes pneus, le même effet sur ses pneus. Petite pique à Vinales, tiens, qui foire son départ, comme d'habitude. Alors. Pour sa défense, il était du même côté que Zarco et il est parti sur une ligne mouillée. Voilà. Donc au virage, ils se sont fait bouffer par tous ceux qui étaient côté gauche de la piste. C'est une excuse recevable. Si tu l'utilises pour un, t'es obligé de l'utiliser pour l'autre. Bah oui, mais le problème c'est que Vinales, on sait qu'il foire ses départs. Oui, aussi. Bon, là il avait une excuse. Ok, vendu. Il finit 10e Vinales. Petit commentaire encore sur Joe Marquez qui nous retire un film de sa visière en plein angle. Sur un droite, si je me rappelle bien, il retire la main gauche, il fait ça, tac. Ouais. Dommage, on est à la radio, vous pouvez pas le voir. Pas besoin de la main de l'embrayage.
Voilà, C'est très surfait. tout ça à 50 degrés. Voilà. Nous, c'est plutôt le rhum qui est à 50 degrés. C'est ça. Lui, qui prend des virages. Lui, il se balade. Hein. Bah Bref. ouais. Donc pas de suspense pour cette course, vous l'aurez compris. Côté Frenchie, on a Quarta qui finit 7ème. Belle 7ème place de Quarta qui nous fait, qui était parti 10ème du coup, qui nous remonte 3 places, qui s'est pas mal bagarré avec Paul Espargaro tout au début de la course, qui a fini par le passer un peu au forcing. Puis voilà, belle 7ème, Zarco 14ème, 8 secondes derrière les 4ème Tech 3. Et 12 derrière Paul Espargaro, je dis ça, je dis rien. Pauvre Zarco, n'empêche, on l'a vu bien bon, très bon sous la pluie, hein, franchement. Très, On très espérait, bon. enfin moi j'espérais pour lui qu'il pleuve pour le GP, histoire qu'on voit quelque chose. Ou même qu'il y ait une course flag to flag, au moins qu'il fasse quelques tours plus ou moins en tête, parce qu'il avait vraiment l'air à l'aise sous la pluie pour les qualifs. Bah, malheureusement, c'est pas arrivé, donc oui, il faut encore qu'il travaille et que KTM travaille. Ouais, mais bon. C'est la vie, hein. C'est la vie. Crutchlow reste sur ses roues aussi, une fois de plus. Il finit 5ème, donc ça nous donne Marquez, Dovi, Miller, Rins, Crutchlow, Rossi et Quartararo. Donc on a la 50e victoire en GP pour Marquez, 58e pole, une machine, ni plus ni moins. Voilà, ce type est un extraterrestre, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Mais pour renforcer ta stat, 58e pole, il égale Mick Doohan. Ouais. Donc en gros, c'est le meilleur poleman ex aequo de la catégorie Rennes de l'histoire du MotoGP. Probablement qu'il signera d'autres poles dans la saison. Donc il y a des chances qu'il devienne le meilleur poleman de l'histoire. Ouais. Et 50e victoire en GP, je crois, c'est sur quoi, 60 courses ou 68 courses, enfin c'était pareil, c'était pas, il n'en a pas laissé beaucoup. C'est du cannibalisme. Hein. Ouais. Un petit mot pour Quarta encore une fois, qui nous fait une course, une course propre, qui devait pas être rassuré, je pense au début, parce qu'on l'a vu pas très à l'aise sur le mouillé sec en première partie de week-end. Et qui au final gère sa course, qui prend de l'XP, qui gagne de l'XP et qui fait ça tranquille. Oui, il a su gérer. C'est une course, il s'est pas senti. C'est géré. Mais il a géré. Ouais, oui, parce que c'était ses débuts sur du mouillé en GP, en MotoGP. Ouais. Donc moi j'avais peur qu'il se bourre pour cause d'inexpérience, mais même ça, une première course sur le mouillé, il tombe pas. Hein, donc il tombe pas, il fait 7ème derrière Rossi. C'est pas, il tombe pas, il est 23ème à 4 tours de retard. Non, il n'a pas roulé sur la bande d'arrêt d'urgence. Hein. Puis il a fait 2-3 dépassements. Et d'ailleurs, quand on le voit, il est assez incisif. Je sais plus qui il a dépassé, mais il se fait un inter autoritaire mais propre, viril mais correct. Quoi. Bah, c'est Espargaro, je pense. Il me semble que c'était ça. Hein. Ouais. Et non, ces dépassements, il en a fait quelques-uns cette saison. Il n'y a pas d'attentat, quoi. Enfin, non. Il n'y a pas de discussion. Il voit le trou de souris là, et c'est mais c'est pas, il s'impose pas non plus, quoi. C'est vraiment. Il nous fait pas un Vinales contre Marquez pendant la FP2 ou la FP3. Il y a eu un contact, non, c'est Rins qui a tapé Marquez. Oui, c'est Rins. Ils se sont fait un steering contest dans la voie des stands. Oui, mais alors, pour la défense de Rins, il se met dans un trou de souris, mais Marquez se traîne la bite sur la trajectoire. Donc, mais c'est après Marquez qui a voulu faire finalement comme fait Rossi, à savoir du mind game. En même temps, il est X fois champion du monde, il défonce tout le monde, donc il peut faire les gros yeux à Rins, mais a priori, Rins s'en bat les couilles. Je pense que c'est mignon, c'est gentil. Oui, non, c'est pas du Biaggi Rossi qui se pète la gueule dans les escaliers, quoi. Mais bon. Et puis, voilà. Non, mais d'ailleurs, Rins aurait déclaré en conférence de presse qu'il sait que Marquez aime bien mettre des coups de pression, mais que lui, il s'en bat les couilles. Donc, retour, miroir incassable, le coup de pression sur coup de pression, quoi. C'est ça. Mais après, tu as raison. Moi, ce que j'ai noté, c'est la 6ème place de Rossi, qui, pour le coup, retrouve sa forme de début de saison, c'est-à-dire qu'il n'est pas incisif pour les premières places, mais qui est juste après, et qui est la première Yamaha. Au championnat. Exactement. Et qui est devant son coéquipier. Il joue sur la durée. C'est pas pour enfoncer Vignales, mais c'est aussi un marqueur. Oui. En fait, là, je fais pas du rossisme primaire, mais quand les équipes vont pas bien et les pilotes non plus et les motos, ou alors la somme de tout ça marche pas, c'est comme quand ça se délite. Enfin, ça se délite pas vraiment chez Yamaha, mais c'est pas la joie. Pas la joie. Y a toujours quand même, tu guettes un peu de l'autre œil ce que fait ton coéquipier. Alors, parlons pas de Zarco et Espargaro parce que là c'est le tabouret et la corde, quoi. Mais c'est un indicateur aussi. Non, mais on va dire que
Vignales a eu plus de coups d'éclat cette saison que Rossi. Carrément. Mais c'est vrai que Rossi est beaucoup plus régulier et qu'à la fin de la saison, il sera, pour l'instant, il est devant. Et c'est de l'épicerie. Je vais encore oser un parallèle avec un autre sport, mais Rossi nous fait un peu un Federer, c'est-à-dire qu'il gère sa fin de carrière en mode tranquille. Bon, à la différence qu'il gagne pas de GP, mais, alors que Federer gagne des tournois, mais certes. Quand même, on le voit. J'ai l'impression, en fait, sans pression, le gars fait ses courses. Ouais, et pour autant, il se démotive pas parce que avec un palmarès comme lui, moi j'aurais boudé depuis longtemps. J'ai pas son palmarès en même temps, donc je peux pas comparer. C'est des compétiteurs, les gars sont là pour gagner de toute façon. Donc, donc à force, ça fait quand même plus de 2 ans qu'il gagne pas. Tu pourrais te dire, il pourrait s'agacer. Enfin, oui, il aime juste rouler, peut-être. Ouais, en fait, voilà, comme les Rasta. Surtout vendre des parapluies VR46. J'imagine que tu sais que sa boîte embauche, emploie X personnes et qu'il fait la majorité de tous les autres goodies des autres pilotes. Vu qu'il a mis en place un truc industriel pour ses VR46, il manufacture. Je pense pas qu'il fasse ceux de Marquez. Il les fait plus depuis, c'est pas en 2015. C'est vrai. Mais quand Zarco, en fait, c'est du pognon qui va à Rossi. Alors, je serais pas surpris. Je peux pas te dire là. J'ai pas les. Mais c'est normal aussi quand t'es Ciarine et que tu veux faire 4 stickers et 2 gants, tu demandes au mec qui en fait 1000 par jour. C'est ça. T'aurais peut-être lui demandé pour faire des stickers. C'est QEP, je lui ai demandé. Attends, ça marche. Si on dit quelques mots d'italien, ciao, des bella. C'est QEP. Une combar, c'est QEP pour porter haut et fort les couleurs. Interdit de tomber. Est-ce qu'il y a d'autres pilotes que vous voulez parler? Moi, j'ai noté Paul et Zarco. Ils ont eu des trajectoires complètement différentes. Zarco, il a tout de suite reculé au classement très rapidement et au bout de 3 tours, il était 12 ou 14e. Alors que Paul, il a lutté avec sa machine beaucoup plus longtemps et il s'est maintenu à 5e place pendant longtemps. Il bouchonnait même Rossi. Et puis d'un coup, aux 2 tiers de la course, il a lâché quoi. Et sa moto, il pouvait plus soit la tenir, soit il n'y a plus de pneus, mais il s'est écroulé. Il finit quoi, 12e. Ça a l'air d'être des motos physiques, les catoches. Ouais. Mais du coup, ça renvoie bien la balle dans le camp de KTM pour leur dire que leur moto, non, n'est pas compétitive parce qu'avec 2 styles de pilotage différents, ils parviennent pas à finir une course aux avant-postes, alors que les 2 motos partaient devant. Donc, et que finalement, Tech 3 ne démérite pas, voire fait mieux. Non, ouais. C'est clair. C'est vrai qu'Oliveira, il ouvre pas beaucoup, mais il travaille. Karine, il est plus en vacances, j'ai l'impression. Ouais. Avec tout l'amour que j'ai pour ça. Oui, moi je l'aime beaucoup aussi. Est-ce que vous avez une autre remarque sur un autre pilote? Dovi peut-être? Les Ducati? C'est vrai que Dovi, on n'en a pas parlé, mais il assure la 2e place quand même. Donc il y a du point. Ouais, mais c'est vraiment la place du dépit, quoi. À cause aussi de la monstruosité de Marquez. Là, il est plus, pour l'instant en tout cas, il est plus dans les combos où il faisait la nique à Marquez dans le dernier tour. La Honda est beaucoup plus forte cette année, alors que la Ducati a stagné, entre guillemets. Ça reste une excellente moto, mais... Et du coup, Marquez prend moins de risques pour pouvoir se maintenir à la hauteur et même à un canapé d'avance, comme tu l'as dit. Puis encore une fois, il n'y a pas eu d'énormes bagarres, donc là, on ne peut pas vraiment juger de la qualité de chaque bécane. Sauf la Honda, évidemment, mais bon, c'est aussi Marquez qui la pilote. Mais c'est vrai que mettons qu'il y a eu baston dès le début, ça aurait peut-être ralenti Marquez qui aurait pas pu dérouler, mais là. Et c'est ce qu'on pense. Enfin, moi, c'est ce que je pensais dans les 10 premiers tours de la course. On avait des petits écarts au début. Je me disais, est-ce que Marquez essaye d'y aller ou c'est juste qu'il n'y arrive pas parce que derrière ça suit? Puis au 10e tour, on a tous vu que non, c'est juste lui qui ralentissait la course. C'est comme s'il n'avait pas enlevé son limiteur de pit lane. Mais c'est vrai qu'il a fait Dovi a encore fait un excellent départ. Au premier virage, je me suis dit il va lui passer devant Marquez, mais non, il n'a pas réussi. Après, typiquement, vu que pour lui aussi, c'est la soupe à la grimace, moins que pour Rossi. Faut quand même souligner qu'il lâche rien non plus, même si ne rien lâcher dans ce cas-là, c'est pas spectaculaire. Finir 2, c'est pas du mou de veau. Il finit devant Miller, qui n'a pas lâché. Pour une fois qu'il était régulier, Miller, il s'est pas écroulé. Il s'est pas enflammé aussi. Et pour le coup, surtout, pas bourré. Il reprend des points à son coéquipier Petrucci. Qui pour le coup n'a pas fait une très bonne course. Ou un bon week-end tout court. On va dire qu'il était pas mauvais, mais c'est pas son plus grand week-end de course. Donc voilà pour le MotoGP. On peut parler vite fait des essais qu'il y avait aujourd'hui à Brno, même si j'en ai dit un mot tout à l'heure. Ce que j'ai noté moi, c'est que les KTM sont à la ramasse,
que les Ducati n'ont pas cherché à faire des temps, à faire un temps, tout simplement. Je pense qu'ils ont essayé beaucoup de pièces, mais ils n'ont pas essayé de faire des chronos. J'ai cru voir que c'était Fabio qui avait fait le meilleur chrono de la journée. Après, Marquez est derrière lui. Et j'ai noté que Mir s'était pris une énorme gamelle en fin de journée. Il y a eu un drapeau rouge, il était emmené à l'hôpital, même si on n'a pas Après sa chute du dimanche, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il s'est éclâté. Alors je sais plus si c'est Morbidelli qui le fait tomber ou l'inverse. C'est Morbidelli qui le fait tomber. Okay, ouais, c'est Morbidelli qui chute parce que Zarco coupe la ligne, soi-disant. Il y a eu un petit peu de baston et à l'arrière. Mir se fait emporter, quoi. Et le truc qui est un peu du bitching encore sur Vignales, c'est qu'a priori il n'avait pas voulu essayer la moto future de Yam, mais en disant qu'aujourd'hui il préférait se concentrer sur ses réglages de ce championnat-là. Oui. Donc il est un peu, même si cette année ça va beaucoup mieux, il fait un peu Calimero, il fait un peu la gueule, quoi. Donc, c'est vrai que c'est bizarre parce que il veut pas parier sur l'avenir de la c'est Yam. C'est un mauvais message que t'envoies à ton employeur. En gros, carrément, je vais me barrer en fait. Ouais. Ou alors j'en ai marre de tes motos, t'arriveras jamais à en faire une bonne. Je surinterprète, mais le message, c'est pas très corporel d'une part et c'est pas très pérenne sur 2020 ou T1, la prochaine saison. Parce que Vignales il joue plus rien. Là, il va pas gagner le championnat de toute façon. Alors, tout ce qu'il peut espérer à la limite c'est rattraper Rossi et finir devant lui. C'est trouve bizarre qu'il veuille se concentrer sur sa brelle pour le championnat. Le championnat il est baisé. Effectivement, et puis même développer une bécane à venir, c'est aussi peut-être la mettre à sa main. Justement, alors c'est peut-être là où il fait passer un message, c'est dire moi j'en ai marre de me taper des bécanes développées par Rossi. Peut-être qu'il n'a pas eu son mot à dire jusqu'à présent. C'est de la spéculation. Ah non, mais je serais pas surpris non plus. Donc voilà, moi je pense qu'il faut faire revenir Lorenzo qui savait régler cette machine. C'est vrai. Bon allez, je vais me faire insulter. Oh, non, mais l'ère Lorenzo chez Yamaha, bien qu'il faisait la gueule, elle était prospère. Donc la Rookies Cup, il n'y avait pas, donc c'est pour la prochaine course. Un petit point championnat, donc en Moto 3 on a Canet 148 points, Dalla Porta 145, juste derrière Antonelli 98 grâce à sa remontée fantastique. En Moto 2, Marquez 161 qui marque le coup devant Lutti 128 et Fernandez 110 points. Enfin en MotoGP, Marquez passe la barre des 200 avec 210 points, Dovizioso 147 points, Petrucci 129. Au championnat pour les Frenchies, Quartararo 9e, premier rookie et 2e indépendant. Et Zarco 17e avec 18 points. Je crois qu'il est juste derrière Lorenzo encore. Lorenzo doit avoir 19 points. Donc voilà, c'est compliqué. Un petit point Frenchie hors GP. Donc on avait l'endurance, la finale à Suzuka qui était à la hauteur du suspense. Les trois équipes d'usine n'étaient départagées que de 6 secondes après 6 heures de course. Il y a eu également un imbroglio de la direction de course suite à la chute de Rea sous drapeau rouge à la toute fin de la course qui aurait pu déclasser le team KRT. Mais c'est bien ce team officiel Kawa qui a gagné la course avec Jonathan Rea, Léon Aslam et Toprak Razgatlioglu. Donc c'est une première victoire pour Kawa à Suzuka depuis 93. Devant le Yamaha officiel, donc Vandermark, Loves et Nakasuga, et Red Bull Honda, Takahashi, Bradle et Kionari. Donc le CERT longtemps en lice avec sa 9e position pour gagner le titre mondial, lui casse le moteur à 6 minutes de la fin et abandonne. Donc c'était une grosse désillusion pour le CERT. Surtout qu'on sait donc que c'était la dernière du chef du CERT, Dominique Mélian, qui voit le titre s'envoler à ce moment-là. Donc c'est le team SRC Kawa qui gagne le championnat avec sa 12e passe sur cette course. Le CERT est vice-champion du monde et le FCC TSR Honda, donc champion l'année précédente, qui finit 3e du championnat. On remarque que c'est Tcheka l'inoxydable. Et d'ailleurs, Christophe Guyot lui a fait un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. Beau. Parce qu'ils sont potes, quoi, je veux dire. Il le connaît. Tcheka, c'est beaucoup de l'histoire du GMT 94. C'est lui qui a le record à Carole. Aussi. Mais du coup, il est combien quadruple champion du monde d'endurance, Tcheka ? Je crois que c'est quadruple. Ouais, c'est exceptionnel. Donc avec Jérémy Guarnoni, le grand pote de Loris Baz et Nigon. Du coup, la prochaine course, ça sera pour la nouvelle saison, le Bol d'Or, 22 septembre 2019. On avait aussi course World Superbike, donc c'était mi-juillet, c'était la course de Laguna Seca, donc on n'avait que les courses Superbike, les autres catégories ne font pas le déplacement. Donc on a Rea qui se montre impérial avec la victoire en course 1 et Super Pole et qui finit 2e en course 2.
Bautista va chuter lors des 2 premières courses blessé et abandonner en course 2. Donc il perd de gros points pour le coup au championnat. Chaz Davies, c'est plutôt Chaz Davies qui s'est montré à son avantage pour Ducati, à croire qu'il choisit ses courses, et avec 2 secondes place et une victoire en course 2, donc il va marquer le week-end. La Sykes et Razgatlioglu qui vont disputer la place restante sur le podium sur ces courses. Donc on a la base qui est assurée également, avec 3 top 10, 8, 7 et 7. Il se montre solide, hein, déjà 6e pilote indépendant et 13e au général, alors qu'il a fait... Oui, il est venu en cours de saison. C'est ça, alors qu'il est là que pour faire sa pré-saison, entre guillemets. Donc au classement général, c'est Rea qui est en tête à 433 points, devant Bautista 352 et Alex Lowe 220. Les écarts sont assez impressionnants. Et quelle belle course sur la Laguna Seca, je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, Moi, ça m'enquiquine qu'elle soit plus au GP, calendrier pour des raisons pécuniaires, encore une fois. Il y a ça, et aussi que le paddock est un peu petit pour accueillir les hospitaliers. Ça, j'avais pas cette info-là, mais je sais que par exemple le Grand Prix des US, il a changé 2 ou 3 fois déjà depuis l'histoire du GP. Alors certes, là je connaissais pas les problèmes logistiques, mais aussi pour des raisons d'allonger des sous-sous, quoi. Bien sûr. Mais rouler là, mon Dieu. Quelle belle. Laguna. Puis ça rappelle des scènes célèbres. Tout à fait. Donc le prochain round, c'est les 6 et 8 septembre à Portimao pour le World SBK. On avait quelques autres courses, donc on avait le CIV, donc c'est Michele Pirro qui gagne les 2 courses du CIV à Misano le 28 juillet. Donc il est en tête du championnat. En CEV, c'est Maximilian Kruger qui remporte les 2 courses à Aragon le même week-end, et Christophe Ponson qu'on suit toujours, donc il finit 5e puis 2e sur les 2 courses. Au championnat, Ponson est 2e, pas très loin derrière Maximilian Kruger. En British Superbike, on a eu 2 courses. Donc Scott Redding remporte les 2 manches de la course de Snetterton 300. Et à Truxton Park ce week-end, c'était plutôt George Brooks, son coéquipier, qui se montre intraitable et gagne les 2 courses. Au championnat, on a Scott Redding devant George Brooks et devant Tommy Bridewell, donc 3 Ducati en tête du championnat. Enfin, pour conclure, alors que revoilà le sous-préfet. Revoilà la sous-préfète. Même la baronne. Pour conclure, donc on a toujours notre chaîne Discord si vous voulez nous joindre, et puis on a notre Twitter @sekienpaul, notre page Facebook Sekienpaul, et maintenant on est aussi sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, Google Podcast. Pas sur Magellan. Nous trouver partout. Pas sur Magellan et pas sur. C'est pas près d'arriver. Voilà. Sauf si nous piquent nos contenus. Ah ouais. Ouais, il y a le gars qui fait le montage qui vient là. On boit des bières ou pas? Allez, on boit des bières. On va manger, c'est l'heure. Hein. Allez. On n'est pas venu pour boire de l'eau tiède. Hein. Donc nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour le Grand Prix du Red Bull Ring. Et puis on vous dit à bientôt les amis. Ciao. Salut, portez-vous bien. Bis bald.